Les notes données dans tous les examens, à commencer par le bac, sont des notes fictives. On peut avoir 13 ou 14 à une épreuve, simplement parce qu'on vous a rajouté 4, 5, 6 points en commission, ou parce qu'on a eu des ordres pour ne pas mettre sur les copies les notes correspondantes aux copies. Voilà, ça c'est la réalité. C'est-à-dire que les 83% de réussite au bac, c'est un résultat totalement fictif. Des gens ont des examens, c'est écrit sur un bout de papier, titulaire du baccalauréat, machin truc chose, et ce papier, c'est une pure fiction. Le bac présente un enjeu capital parce que c'est le paravent du désastre. Si on enlève ce paravent, on va découvrir des ruines. Donc on fait tout pour que cette façade tienne debout. Première technique, c'est le calibrage des épreuves. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de véritables épreuves, on fait des exercices stéréotypés et très souvent, la réponse est dans l'énoncé. Deuxième technique, l'encadrement par les consignes. Il m'arrive hier des consignes exorbitantes de correction du bac S. On précise qu'on fera abstraction des erreurs de calcul. Exercice 1. Un candidat qui n'a pas fait la 4e question peut avoir 2,5 points si les compétences sont présentes par ailleurs. Exercice 2. Un candidat qui n'a pas fait la première question peut avoir 2,5 points si la formule est bien utilisée par la suite. Exercice numéro 3. Dès qu'un de ces aspects est présent correctement, le candidat peut être crédité d'1 point. Le traitement correct d'une des deux parties suffit pour obtenir 3 points. L'absence de mention explicite de la continuité de F à la dernière question, qu'il s'agit d'étude d'une sanction sans doute, ne sera pas pénalisée. L'addition est simple, 2,5 plus 2,5 plus 1 plus 3 égale 9 points. Pour les petits malins, c'est déjà presque la moyenne. Troisième technique, c'est beaucoup plus difficile à prouver, mais bien des indices laissent penser que c'est vrai. On élimine des jurys les professeurs qui sont réputés être trop sévères. Quatrième technique, il arrive, et ce que je dis est prouvé, il ne s'agit pas, en tout cas a été dit et n'a jamais été démenti, que dans la plus grosse Académie de France, il est arrivé qu'à la suite de dysfonctionnements que je ne veux pas connaître, mais en tout cas, un certain nombre de copies n'aient pas eu de correcteur. Il existe un logiciel qui est prévu pour attribuer aléatoirement une note aux copies, évidemment, dans la limite de la moyenne sur le paquet de copies. Donc, copie, là, c'est le cas limite. Copie non corrigée, copie, le groupe de copies, à la moyenne. Les soupçons de nombreux correcteurs se portent sur le logiciel Délibao, délibération assistée par ordinateur. Il sert en principe à compiler les notes des copies corrigées. Pour Guy Morel et d'autres, il permettrait de lisser à la hausse les notes et peut-être même de masquer l'absence de copies corrigées en attribuant la moyenne à tout le monde. Le bureau qui s'occupe de ça, qui a le baccalauréat et d'ailleurs beaucoup d'examens sous sa coupe, c'est ce qu'on appelle la DGESCO, Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. C'est elle qui donne des consignes. Des consignes, par exemple, sur la correction. Des consignes qui sont souvent verbales, d'ailleurs, elles ne sont pas forcément écrites, parce que si elles étaient écrites, ça pourrait ressortir dans le Canard enchaîné ou ailleurs quelquefois. Mais ce sont incontestablement, c'est en accord avec ces bureaux-là. Et je dois dire qu'à ce moment-là, l'inspection générale est un peu coincée. Imaginez le doyen de l'inspection générale de mathématiques essayant de revenir sur des consignes générales. Bon, il fait un peu ce qu'on lui dit de faire. Ouais, c'est une suite de toutes petites lâchetés. Enfin bon, le mot est fort, mais quand même. En évacuant de cette école les savoirs et les connaissances, on a coupé les ailes aux élèves et on les a rendus à jamais dépendants sous le prétexte de les rendre autonomes, ce qui est quand même un tour de force. L'état-major de l'éducation nationale actuel, c'est l'état-major d'août 14. Ils emmènent les générations entières les unes après les autres au casse-pipe et à l'inculture, et tant que les gamins incultes et violents ne seront pas revenus leur casser le nez, ils vont continuer comme avant. Tous les professeurs, quand ils sont pas forcément en public, mais en privé et en salle des profs, reconnaissent que l'enseignement tel qu'il est dispensé aggrave considérablement la fracture sociale. Et je pense aussi qu'on ne tient pas assez compte du grand malheur des élèves qui comprennent rien. On s'en fiche. Parce que si on s'en fichait pas, on leur donnerait des méthodes progressives qui leur permettraient de comprendre parce qu'ils sont pas idiots. Ce qu'on nous a demandé de noter, ce n'est pas la pertinence de ce qu'a dit l'élève, ce n'est pas la correction grammaticale, c'est avant toute chose le fait que l'élève ouvrait la bouche ou pas.
Ce qu'on a privilégié par-dessus tout, c'est qu'ils s'expriment. On pourrait avoir des élèves médiocres. Ils sont nuls. Et même dire ils sont nuls, c'est quelque chose que j'aime pas dire, parce que moi je vois tout le temps dans mes classes des gens qui sont capables de progresser si on leur enseigne le B à bas. Simplement on ne leur a pas enseigné et ils se retrouvent effectivement sans niveau, et on va leur faire croire, en leur donnant le bac puisqu'ils l'auront, on va leur faire croire qu'ils en ont un. Et ça c'est quand même un leurre, on va leur faire croire à eux, à leurs parents. Je dis souvent aux parents d'élèves, lors des réunions, qu'il y a eu là un crime, parce qu'en mettant en cause justement l'acquisition progressive des connaissances, on a mis en cause tout le reste de la vie des enfants. Oui, il y a un crime qui a été commis. Je dis souvent aux parents d'élèves qu'il y a eu là un crime, qu'il y a eu une agression délibérée contre leurs enfants et qui devraient porter plainte. Dans l'institution actuellement, il faut voir une chose, c'est que depuis 20 à 25 ans, tout a été noyauté par un petit groupe, 200 ou 300 personnes à peu près, qui, étant nuls, se sont arrogés le pouvoir, comme il arrive très souvent. Ce qui bloque le plus, finalement, c'est les entrailles du mammouth, comme disait Claude Allègre, parce que les entrailles du mammouth sont contaminées par des bactéries quelque peu répugnantes qui se sont nichées là-dedans il y a une vingtaine d'années à peu près et qui essaient de saboter systématiquement tout ce qui s'est fait. Gilles de Robien avait proposé qu'on en revienne à des méthodes alphabétiques pour apprendre à lire et à écrire. Il y a eu un sabotage délibéré de l'inspection, des différents corps, de certains recteurs, etc. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'un enfant qui rentre au collège et déjà à l'école, il ne fera jamais d'orthographe, ou presque plus d'orthographe. Il ne fera aucun cours de grammaire. Il fera une rédaction peut-être, une fois par trimestre. En revanche, il étudiera des textes. Il ne fera même que cela. Il ne fera qu'étudier des textes, mais selon une méthode qui, au lieu de lui donner de l'enthousiasme pour la lecture, ne fera rien d'autre que le dégoûter la lecture. Régulièrement, c'est ça qu'on nous disait, et ça je tiens à le dire, on nous disait en permanence, vous n'avez pas à apporter la connaissance aux enfants, c'est à eux de la trouver tout seuls. Vous n'avez pas à... Alors le mot asséner, ça on l'a entendu très souvent, mais le mot asséner est péjoratif, mais c'est la négation même de l'enseignant. J'ai des collègues qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils faisaient un cours de grammaire. Nous avons reçu la visite de dames qui venaient de l'UFM, et par exemple on nous disait, mais il ne faut surtout pas faire cours, il faut attendre que l'enfant trouve tout seul. Évidemment, au bout de 6 séances, il ne trouvait rien. Et nous nous demandions à notre animatrice, mais alors, est-ce qu'enfin vous leur avez donné la réponse sur cette pile plate ou la pile ronde, quelle est la plus efficace? Ah non, je ne leur donne pas la réponse. De toute façon, ils ont jusqu'à 20 ans pour apprendre. Je ne suis pas là pour leur faire acquérir des connaissances, je suis là pour leur inculquer la posture d'apprenant. Et je suis là pour leur apprendre le doute scientifique. Voilà ce genre d'ânerie qu'on entendait. Je crois que beaucoup de parents des classes moyennes, pour utiliser ce mot, auront un réveil brutal. Ils pensent pouvoir protéger leur enfant peut-être en choisissant une carte scolaire, en détournant la carte scolaire. Malheureusement, ils vont peut-être trouver un autre environnement d'élèves. En revanche, l'enseignement, malheureusement, les programmes sont tels que leur enfant n'en saura pas plus que s'il était dans une école de banlieue, entre guillemets. Vous seriez sans doute stupéfait et même consterné si vous pouviez lire les copies des étudiants que nous avons en première année, donc qui viennent d'avoir le bac. Certaines sont absolument illisibles et incompréhensibles, parce que le français est inexistant. On s'est retourné vers les universités et on a dit, donnez-nous des profs pour enseigner, de même pour fabriquer les nouveaux professeurs des écoles. Que fait un président d'université? Il envoie, bien entendu, des gens qui ne sont pas capables de faire de recherche, qui sont de mauvais enseignants. C'est humain. Il garde pour son université les cadors. Au nom de l'égalité des chances, on a laminé le niveau pour en faire ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire la fabrique du crétin, le crétin doctoral, celui qui, bardé de diplôme, a investi les couloirs de la rue de Grenelle et le ministère de l'Éducation et a décidé ce qui était bon pour ceux auxquels justement il ne faisait pas cours. On a cassé quelque chose qui fonctionnait au nom de la science de la lecture, qui est une science bidon. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant découvre par lui-même et qu'il construise son savoir et donc son intelligence. Cette idée qu'on ne transmet plus rien et que l'enfant construit ses savoirs, c'est une idée folle.
Le ministre dit on va faire un texte contre l'ORL. Les gars qui lui rédigent son texte, ils font un texte qui est la redéfinition de l'ORL. Et ça, c'est ahurissant. Vous savez, le ministère est une forteresse. Alors, que le ministre, son cabinet, etc., essaient d'intervenir, bien entendu, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et alors, ces fonctionnaires sont, eh bien, ils sont non seulement inamovibles, mais ils font un peu ce qu'ils veulent. Et ça, c'est très difficile à changer parce qu'encore une fois, vous avez vu par exemple de Robien, hein, et il n'y a pas si longtemps, il a sorti une circulaire sur la lecture. Il a donné des instructions très claires, très nettes. Et le texte qui est sorti a été réécrit par son bureau. Sabotage, non, mais dans les faits, à la limite, pourquoi pas. Tout ministre de l'Éducation sait qu'il est assis sur un fauteuil éjectable. La non-maîtrise de la langue à partir du CM2 a toutes les chances de ne jamais se rattraper. C'est-à-dire qu'à 10 ans, on a fabriqué un exclu.